Bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez cet après-midi dans Non-Stop. Nous sommes ensemble jusqu'à 17 h. Bonjour à vous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, un soldat français tué au Mali dans un combat contre un groupe terroriste. Le caporal-chef Maxime Blasco avait 34 ans. Il avait été plusieurs fois décoré pour ses actes héroïques. C'est le 52e soldat français tué au Sahel depuis 2013. Avec nous dans un instant, le porte-parole de l'état-major des armées. Également à la une, des riverains de Pantin et d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis qui manifestent. Ils sont inquiets du déplacement aux portes de leur commune côté Paris d'usagers de crack depuis le jardin des Halles jusqu'à la porte de la Villette. Thomas Herman était sur place. La colère également contre les projets d'éoliennes en mer, au Havre, à Cherbourg ou à Dunkerque, où les pêcheurs sont notamment vent debout et manifestent ce samedi. Reportage dans ce journal. Et puis nous suivrons l'évolution de l'éruption du volcan Cumbre Vieja aux Canaries. La population continue d'être évacuée, l'aéroport est fermé. Notre invité, le volcanologue Jacques-Marie Bazintsev, nous expliquera en quoi ce phénomène est inquiétant. L'armée française de nouveau endeuillée. Un soldat appartenant au 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars en Isère a été tué au combat au Mali. Maxime Blasco, 34 ans, avait été décoré plusieurs fois pour actes de bravoure. On voit ça avec Guillaume Barqui, Célia Jusfredi et Jérémy Père. C'est lors d'une mission de reconnaissance dans la zone à haut risque des 3 frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, que le caporal-chef Maxime Blasco a été tué vers midi hier. Vendredi matin, nous avions un drone Reaper qui faisait des missions de surveillance. Une dizaine de terroristes avec de l'armement ont été détectés et donc il a été décidé de faire décoller une patrouille de 2 hélicoptères d'attaque Tigre et d'autre part 3 hélicoptères NH-90 avec à leur bord une trentaine de commandos de montagne. Maxime Blasco était tireur d'élite et faisait partie de ces commandos de montagne. Au cours de la mission, après le survol en hélicoptère, ils sont déployés au sol. Rapidement, ils sont pris pour cible par un tireur. Un groupe de commandos a été envoyé au sol. C'est à ce moment-là que le caporal-chef Maxime Blasco a été touché par un tir d'un djihadiste embusqué. Il a été grièvement blessé et il est décédé peu après. Maxime Blasco est le 52e soldat français tué au combat au Sahel dans des opérations anti-djihadistes depuis 2013. Avec nous en direct, le colonel Pascal Yanni. Bonjour, vous êtes porte-parole de l'état-major des armées. Ce n'était pas n'importe quel soldat qui a péri au Mali. Il avait fait preuve d'un courage exceptionnel. Qui était, selon vous, Maxime Blasco ? Bonjour, donc Maxime Blasco était effectivement un soldat exceptionnel, comme ça a été dit précédemment. C'était un soldat qui s'était très tôt distingué parmi les meilleurs. Il a été engagé à de nombreuses reprises. Il est parti 5 fois dans la BSS au cours des 5 dernières années. À chacun de ces déploiements, il s'est distingué par son courage, par sa bravoure. Et hier, il est mort en héros. Je pense qu'on peut dire que Maxime Blasco, aujourd'hui, c'est la figure du héros pour les armées françaises. Quelle était précisément sa mission au Sahel et dans quelles conditions a-t-il été tué ? Alors, sa mission au Sahel, il faisait partie d'un groupe commando, du groupement commando de la force Barkhane, où il était tireur d'élite. Il avait déjà été déployé dans Barkhane au sein de ce groupement commando et avec la même fonction. C'est d'ailleurs en tant que tireur d'élite qu'il s'était distingué en juin 2019 en sauvant un pilote et un copilote Gazelle. Et ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a engagé un groupe de commando d'une trentaine de commandos au sol à proximité de la frontière burkinabé, à 15 km à peu près, sur le territoire malien, dans la forêt de Ndaki, une zone boisée, pour reconnaître une zone dans laquelle on avait détecté une dizaine d'éléments d'un groupe armé terroriste. Et c'est au cours de cette reconnaissance que le caporal-chef Maxime Blasco a été pris à partie à bout portant, à très courte distance. Il a été grièvement blessé, le tireur embusqué a été neutralisé et malheureusement le caporal-chef Maxime Blasco est décédé des suites de ses blessures malgré les premiers soins qui lui ont été prodigués par l'équipe de secours qui était présente dans le groupe de commando. Alors, le décès de Maxime Blasco porte à 52 désormais le nombre de soldats qui ont été tués au combat au Sahel depuis le début des opérations Serval puis Barkhane en 2013. On connaît la solidarité évidemment qu'il y a entre tous les frères d'armes là-bas. La perte d'un des leurs, l'un de ces militaires, on imagine que c'est une épreuve pour eux aussi sur place. Je pense que le mot solidarité convient parfaitement.
Je citerai un historien militaire qui dit que la mort est une hypothèse de travail pour les militaires et pour les armées. La mort fait partie de notre travail, nous savons que nous prenons des risques, nous sommes formés à cela, nous sommes entraînés pour faire face à ces risques et pour les gérer au mieux. Et ce qui fait la force d'une troupe, et ce qui fait la force aujourd'hui des troupes comme les bataillons, les chasseurs alpins ou les groupes commando montagne, c'est justement cette capacité à faire face à la douleur, à faire face à des pertes humaines pour continuer à remplir la mission. Colonel Yanni, est-ce que la mission est devenue plus dangereuse pour nos soldats ? Cette mission, cette opération Barkhane et l'opération Serval-Avant, cette opération Barkhane a toujours été dangereuse parce que les conditions d'engagement sont par définition extrêmement difficiles, compte tenu des conditions climatiques, des conditions géographiques. Nous faisons face à un ennemi qui refuse le combat, qui se mêle à la population, qui mène un combat que l'on qualifie d'asymétrique, qui utilise des pièges, des IED. Donc c'est un combat difficile, mais c'est un combat dans lequel on progresse. Et surtout, c'est un combat qu'on mène avec nos partenaires sahéliens et avec nos alliés européens, les alliés européens qui nous rejoignent toujours en plus grand nombre. Et c'est un combat qu'on réussit à maîtriser. Alors, sans parler de désengagement, mais plutôt de réorganisation peut-être, combien de temps encore l'armée française va rester sur place ? Alors effectivement, je pense qu'il ne faut surtout pas utiliser le mot désengagement. On parle plutôt d'adaptation du dispositif militaire dans la bande sahélo-saharienne, qui va se traduire par le transfert de certaines emprises vers les forces armées maliennes et vers la mission des Nations Unies, la MINUSMA. On va transférer la base de Kidal, la base de Tessalit et la base de Tombouctou avant la fin de l'année, comme l'a décidé le président de la République en juillet dernier. Et cette adaptation, elle va en fait... On va basculer vers une nouvelle opération qui sera plus centrée sur le partenariat de combat avec les armées sahéliennes qui continuent à monter en puissance, et ça il faut le rappeler, vers plus de coopération. Et bien sûr, la lutte contre les groupes armés terroristes restera une priorité absolue et restera la ligne rouge de notre engagement dans les prochaines années. Hervé Grandjean, le porte-parole du ministère de la Défense, disait sur notre antenne ce matin qu'une cérémonie d'hommage aurait lieu la semaine prochaine pour Maxime Blasco. Est-ce que vous avez davantage de précisions ? Non, je n'ai pas de précision à vous apporter sur ce sujet. Elle va avoir lieu dans les prochains jours. C'est lié à des données logistiques. Et je pense que surtout, ce sera organisé par l'armée de terre avec la famille du caporal-chef Maxime Blasco, qui doit faire maintenant l'objet de toute notre attention. Merci beaucoup, colonel Pascal Yanni, d'avoir répondu en direct à nos questions cet après-midi. On souhaite évidemment beaucoup de courage à tous les hommes de ce corps d'armée qui est meurtri aujourd'hui. Dans l'actualité également, c'est 130 consommateurs de crack qui ont été évacués hier des Jardins des Halles dans le nord-est de Paris. Ils ont été amenés près de la porte de la Villette. Tout près de là, la construction d'un mur de séparation entre Paris et Pantin suscite un tollé. Les précisions de Thomas Herman. Le mur entre Paris et Pantin est désormais construit. Il a été commandé par la préfecture de police et notamment Didier Lallemand. Alors il y a deux choses à dire sur ce mur. Le concept, c'était d'interdire l'accès aux toxicomanes qui sont juste derrière, qui sont sur le square au niveau de la porte de la Villette, de traverser de Paris en direction de Pantin. Dans les faits, ce que nous disent également les habitants, c'est qu'il y a plusieurs accès pour traverser Paris-Pantin, notamment par l'accès voiture, en passant en dessous le périphérique. Les habitants ne voient pas l'utilité de ce mur. Et puis il y a également le quotidien qui se dégrade de ces habitants qui habitent soit Paris 19e, soit à Pantin, soit à Aubervilliers. Certains riverains nous disent que depuis hier, il y a déjà des altercations entre les toxicomanes et les habitants à la fois de Paris, Pantin et Aubervilliers. Écoutez l'une de ces habitantes au micro d'Alexia Ferret. Ils sont déjà venus dans ma rue, chez le boucher, un peu agressifs. On m'a demandé de l'argent, on m'a demandé mon sandwich. Il y a une dame qui s'est fait agresser, on a voulu lui piquer son téléphone. Il y a eu de la bagarre parmi les tox, il y a une fille qui a agressé les journalistes. Enfin, voilà, ils sont à cran. Ils sont à cran et personne ne propose de solution. Apparemment, on déplace le problème et plus ça va. Donc, on a déjà assez de misère ici. On nous redéplace de la misère sur la misère, quoi. Les riverains sont mobilisés depuis hier. Ce matin, il y avait eu plusieurs réunions entre collectifs à la fois à Aubervilliers, à Pantin et Paris 19e, avec la présence également des collectifs de rue Riquet et de rue d'Aubervilliers dans le quartier de Stalingrad. Tous souhaitent monter des actions dans les prochains jours et dans les prochaines semaines pour alerter les pouvoirs publics et notamment l'État et en premier Gérald Darmanin.
La politique à présent, primaire ou congrès chez les LR. Le verdict des militants, c'est pour aujourd'hui. Ils doivent choisir ce samedi le mode de désignation de leur candidat pour 2022. Soit une primaire ouverte, soit un vote des militants. L'annonce des résultats sera faite à 18h30 par Christian Jacob, le président du parti. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV. Et du côté d'Europe Écologie Les Verts, le vote pour le second tour de la primaire débute lui aujourd'hui en ligne et jusqu'à mardi. Les votants doivent choisir entre les deux candidats finalistes. Il s'agit donc de Yannick Jadot et de Sandrine Rousseau. Et on en vient à présent à cette colère contre des projets d'éoliennes en mer. Il y en a plusieurs. On va le voir notamment sur une carte qui regroupe, vous allez le voir, ces implantations de parcs en mer. Il y a une liste d'une dizaine donc, de projets. Parmi les personnes les plus remontées, les pêcheurs, notamment à Dunkerque, où ils ont manifesté ce matin. Les précisions sur place de Lionel Top. Entre 100 et 150 manifestants ont défilé dans les rues de Dunkerque pour dire non au projet éolien, mais surtout pour réclamer un référendum local sur ce projet qui prévoit l'installation d'ici 2026 de 46 éoliennes de 300 mètres de haut à 10 km des plages, 46 tours Eiffel pour reprendre leur terme. Un projet démesuré, inutile. Écoutez, le président de l'association Vent debout, il est au micro de Marine Kijek. Au départ, j'étais pas forcément contre ce projet, j'étais plutôt même pour les énergies renouvelables. Sauf que j'ai été au débat public et quand j'ai entendu les détails, c'est-à-dire 46 éoliennes de 300 mètres de haut à 10 km de la plage, j'ai vraiment été choqué. Et je me suis dit, je peux pas rester sans rien faire. Je pense qu'il faut vraiment informer les citoyens parce que moi qui étais plutôt informé du projet, je savais même pas les détails. Donc les personnes qui sont même pas au courant du projet, je me suis senti le besoin et le devoir de le faire en tant que citoyen, de montrer aux gens que ce projet n'est pas aussi vert, aussi propre et aussi bien pour le territoire qu'on veut bien nous le faire croire. Des opposants au projet qui dénoncent le manque de concertation avec les élus locaux. Leur demande de référendum local a d'ores et déjà été refusée par le maire de Dunkerque et le président de l'agglomération. Barbara Pompili, la ministre de l'écologie, est venue ici à Dunkerque au mois de mai dernier sur ce thème de l'éolien en mer. Il n'y a pas eu de rencontre. Le seul recours sur lequel ils peuvent véritablement compter aujourd'hui vient de la Belgique, toute proche. Les Belges qui ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Lille pour s'opposer au projet, en l'état en tout cas. L'actualité à l'international et en Allemagne, ce sont quelques 60 millions de citoyens qui sont appelés à voter demain pour élire leur député et celui ou celle qui remplacera Angela Merkel après ses 16 années passées à la chancellerie. Ça va faire un grand nœud Sandrine, effectivement. En Allemagne, au cœur de cette élection, il y a notamment la défense du climat. Reportage à Berlin de nos envoyés spéciaux David Marie et David Couloum. Des marches comme celle-ci, des marches pour le climat, il y en a partout dans le monde. Mais à Berlin, à l'approche des élections fédérales allemandes, elle prend évidemment une résonance tout à fait particulière. On est devant le Bundestag, le vrai lieu du pouvoir en Allemagne. Un parlement qui a entériné la sortie du nucléaire tout en réintroduisant les centrales à charbon. Pour les Allemands rassemblés ce jour-là, Angela Merkel n'a pas été à la hauteur des enjeux climatiques. Ce que je me demande maintenant, c'est elle est où la chancelière du climat? Il y a beaucoup de mesures qu'elle n'a pas prises. Ce que j'attends désormais, c'est qu'il y ait un changement radical dans la politique climatique. À quelques pas du bureau d'Angela Merkel, qui se situe juste derrière moi, il y a des militants qui, face à l'urgence de la situation, ont décidé d'être beaucoup plus radicaux. On va à leur rencontre. Léa a 24 ans, Henning 21 ans. Voilà 27 jours qu'ils ont débuté une grève de la faim. 27 jours qu'ils attendent que les principaux candidats prennent en compte leurs revendications. Les politiciens ne parlent pas sincèrement de ce qui est en train de se passer. On est en train d'aller vers 2 degrés de réchauffement en trop. En Allemagne, on a déjà franchi les 1,5 degrés. Un tiers de la population mondiale vit déjà avec 1,5 degré en trop. En Allemagne, la jeunesse est mobilisée pour manifester. Mais ira-t-elle pour autant voter en masse demain? Aux dernières élections, le vote des jeunes avait dopé les résultats des Verts. On en vient à présent à cette situation aux Canaries avec ces images en direct du volcan Cumbre Vieja. Il a connu une nouvelle éruption. De violentes explosions ont eu lieu et cet important nuage que vous voyez de cendres qui conduit les autorités désormais à ordonner l'évacuation de plusieurs quartiers de la ville d'El Paso. Des vols aériens, des vols à l'aéroport ont également dû être annulés. Avec nous, Jacques-Marie Bardantsev. Bonjour, vous êtes vulcanologue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément ce qui se passe avec ce volcan actuellement? Oui, bonjour à tous.
Donc l'éruption dure depuis déjà 6 jours, depuis dimanche dernier. Elle a commencé par des fontaines de lave, des coulées de lave. Et c'est vrai que depuis hier soir, elle a plutôt augmenté, elle est devenue plus explosive. C'est en fait que des cendres sont éjectées et le panache atteint 4,5 km de haut et projette des cendres assez loin. Donc bien sûr, les cendres vont plus loin que les laves. Donc il faut que les autorités, ce qu'elles font tout à fait bien, augmentent le périmètre de sécurité et d'évacuation. Un tel événement est-il exceptionnel ou pas ? Alors, c'est pas exceptionnel, mais c'est vrai que c'est pas commun. En général, ces genres d'éruptions, elles commencent très fortes. Elles projettent des fontaines de lave, donc le volcan se purge un petit peu. Et après, l'éruption prend une vitesse de croisière, on va dire un peu moins forte, et puis ça dure pendant quelques jours ou quelques semaines. Et là, c'est vrai qu'on a depuis 6 jours des va et des viens, des changements d'intensité. Là, il y a une augmentation. Donc, on pense, enfin mes collègues pensent aussi, mes collègues espagnols, qu'il y a des réalimentations de magma en profondeur. Et d'ailleurs, ils ont enregistré 3 séismes cette nuit à 11, 12 et 13 km. Ça veut dire que non seulement le volcan ne se décharge pas complètement, mais il est rechargé en profondeur. Et donc, chaque recharge se traduit par un nouveau pulse. Donc, c'est vrai que là, il y a des variations dans les jours qui suivent. Alors ça, c'est pour ce qu'il se passe sur place aux Canaries, mais il y a aussi cet immense nuage de fumée qui survole actuellement plusieurs pays. Déjà, la France en fait partie. Et il est constitué de quoi, ce nuage ? Alors, ce qui se passe, c'est des gaz dissous. Dès que le magma arrive en surface, la pression baisse, donc les magmas sortent, les gaz sortent du magma. Donc ces gaz, ce sont d'abord de la vapeur d'eau, ce qui est la moins dangereuse. Elle est chaude, mais elle est moins dangereuse. Après du gaz carbonique, ensuite du dioxyde de soufre. Et le dioxyde de soufre, c'est une formule SO2. Ça s'associe à l'eau, H2O, pour faire H2SO4, c'est l'acide sulfurique. Donc ça fait des petites billes, ce qu'on appelle des aérosols, un nuage qui est un peu bleuté et qui sort du magma, qui sort de la bouche éruptive, qui sort de la lave et qui se répand autour de la zone. Donc c'est toxique pour bien sûr l'écosystème, pour les habitants, pour les êtres vivants. Ça brûle les yeux, le nez, ça asphyxie, ça peut être absorbé par les voies digestives et respiratoires. Et ce panache de gaz et de cendres est emporté par le vent. Donc bien sûr, tout dépend du sens du vent. Donc en ce moment, le vent va vers le nord-est, donc va plutôt vers le Maroc, l'Espagne et la France. Mais tout en étant emporté, il se dilue et il change d'altitude. Donc là, ce sont mes collègues météorologues qui pensent que le nuage qui arrive en France est suffisamment dilué et suffisamment haut pour ne pas présenter de danger important pour la population. Mais donc, on a bien compris effectivement votre explication extrêmement bien détaillée, mais ce ne sont pas des cendres directement du volcan qui aujourd'hui sont en train de passer au-dessus des pays, notamment de la France. On l'a bien compris que c'était plus complexe que ça. Alors, on n'exclut pas des microcendres de quelques microns de diamètre, qui sont bien sûr nocives, mais qui sont tellement diluées que ce n'est pas tellement plus important. C'est surtout le gaz, donc ça fait des aérosols. C'est un aérosol essentiellement de dioxyde de soufre et d'acide sulfurique. C'est ça qui pourrait poser problème. Mais je vous dis, je ne suis pas spécialiste, donc je ne veux pas répondre à la place de mes collègues. Mes collègues météorologues, eux, qui analysent la situation, d'après l'altitude et la concentration, pensent que ça va être plutôt mineur pour les effets sur la France. Merci beaucoup Jacques-Marie Bardintsev d'avoir répondu à nos questions sur ce volcan et son éruption donc, qui continue aux Canaries et ces fumées qui se dispersent un peu partout en Europe. Unir le monde pour vaincre la pauvreté et défendre la planète, tels sont les objectifs plutôt ambitieux de ces méga concerts de Global Citizen Live qui se déroulent ce samedi et sur les 5 continents. Ouais, à Paris, sur le Champ de Mars, des artistes comme Ed Sheeran, Black Eyed Peas ou Elton John vont se produire gratuitement. Philippe Dufresne avec Jean-Marie Marchaud. C'est une organisation millimétrée. Donc là derrière, là-bas, vous avez la partie catering, vous avez toute la partie broadcast qui sont tous les camions qui vont venir capter samedi. Là, ici, c'est la partie green room, c'est la partie qui va accueillir les 20 speakers. Tout ici qu'on voit à gauche, c'est la partie VIP. Et bien sûr, une scène. C'est pas une scène qui existe, c'est une scène qui a été complètement construite pour Global Citizen. Il a le sourire, le patron de Live Nation. 2 ans qu'il n'avait pas organisé un événement qui rassemble autant de spectateurs. Ça fait du bien de travailler, ça fait du bien de remettre des artistes sur scène, ça fait du bien de revoir de la vie,
de voir des techniciens et ça fait du bien de faire la fête ici samedi soir. Et en plus, quelle affiche parisienne. Ed Sheeran, Christine, Doja Cat, Black Eyed Peas, même Elton John qui doit subir une opération a maintenu sa présence. Ce concert s'inscrit dans 24 heures de show depuis 7 grandes villes autour du globe et fait suite au grand live stream porté par Lady Gaga pendant le confinement. Même les Stones étaient de la partie. Des stars rassemblées par Global Citizen, une ONG qui ne cherche pas à récolter des fonds, mais à fédérer les habitants du monde entier pour peser dans le débat politique. Avec la voix des citoyens, on approche les dirigeants, on leur fait des propositions d'actions concrètes. S'ils sont d'accord, ces annonces sont faites ici à Global Citizen sur notre plateforme. Et ce qui est très important aussi, on a toute une équipe qui va faire le suivi de ces engagements par la suite. Fer de lance de l'ONG, le climat, la vaccination et la lutte contre la famine. 25 000 personnes sont attendues aujourd'hui rien qu'à Paris. On ignore si le président Macron sera présent, mais il est cordialement invité par Global Citizen. À suivre sur BFM TV, un mur au centre des polémiques construit à la hâte pour empêcher des toxicomanes de passer de Paris à Pantin au niveau de la porte de la Villette où 130 toxicomanes ont été évacués hier. Sur place, les riverains ne cachent pas leur colère. On y revient dans un instant.